Aujourd'hui, un épisode d'été extraordinaire, puisque nous allons faire passer un test de HPE, oui, le diagnostic HPE au potentiel émotionnel, à une contributrice d'Intensément, Oriane, qui a accepté d'être la cobaye de notre expérience. Et vous aussi, vous pouvez passer le test en même temps. Prenez de quoi noter et calculer, et vous pouvez retrouver tous les liens des questionnaires dans la description de cet épisode. Vous pourrez nous dire vos résultats en commentaire et si ça correspond à ce que vous attendiez, si vous êtes diagnostiqué HPE ou pas. Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Alors bon, vous pensez bien que je n'ai pas utilisé le test officiel de haut potentiel émotionnel, HPE, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de test officiel de haut potentiel émotionnel puisque le HPE n'a pas d'existence réelle pour la psychologie ou la recherche. Tous les tests que vous pouvez trouver en ligne sont en fait des créations personnelles de psychologues, de thérapeutes ou de coachs à partir de leur interprétation du concept de HPE et de l'adaptation de tests ou questionnaires déjà existants dans la recherche ou pas, mais qui n'ont rien à voir avec le concept de HPE. J'ai choisi pour évaluer le HPE un combo de questionnaires qui comprend 3 tests validés et utilisés par la recherche, un pour mesurer les compétences émotionnelles ou intelligence émotionnelle si vous voulez, un pour mesurer la sensibilité ou hypersensibilité si vous voulez. J'ai rajouté en bonus un questionnaire d'empathie. Ces 3 questionnaires sont, comme je vous l'ai dit, utilisés par la recherche, mais ont la particularité d'être gratuits et ce sont donc ceux que l'on retrouve la plupart du temps pour élaborer les fameux tests de HPE en ligne. Alors vous allez voir, on s'est bien amusé, mais on en a aussi profité avec Oriane, qui est une professionnelle de santé, pour investiguer ensemble à la fois ces concepts et ce que l'on mesure véritablement à travers ces questionnaires. Puisque, comme vous le savez, l'intelligence émotionnelle et l'hypersensibilité sont des concepts controversés et qui ne bénéficient pas d'un consensus scientifique. Ils sont souvent considérés comme flous, mal construits, et ils correspondraient en fait à des traits de personnalité déjà existants plutôt qu'à des concepts nouveaux. Malgré ces critiques légitimes, l'intelligence émotionnelle comme l'hypersensibilité sont des concepts étudiés depuis 30 ans dans la recherche psychologique et scientifique internationale, avec différents modèles et données empiriques sérieux, et ne se réduisent pas à de simples effets marketing ou idées superficielles. Et ce n'est pas le but de cet épisode. Quant au HPE, il n'existe pas de diagnostic de HPE, il n'existe tout simplement pas dans la science, la médecine ou les manuels de diagnostic psychologique ou psychiatrique, et il existe encore moins dans la recherche internationale. Mais je vous réserve une petite surprise dans l'introduction de ce test en vous dévoilant une hypothèse de recherche récente qui pourrait, si jamais elle venait un jour à être confirmée, bouleverser la face du monde. Je ne vous en dis pas plus, j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie parce que nous, on a vraiment kiffé. Et je voudrais remercier du fond du cœur les contributrices d'Intensément qui soutiennent, valorisent mon travail et permettent à ce média d'exister et de vous apporter toutes ces connaissances et matières à penser, ces témoignages, ces entretiens avec des spécialistes, etc. Et je suis en plus probablement l'un des seuls youtubeurs à ne plus mettre de pub à l'intérieur des vidéos, mais on va pas se mentir, cela constitue un manque à gagner pour un créateur de contenu comme moi. Donc si vous appréciez mon geste, ainsi que mon travail évidemment, vous pouvez rejoindre la communauté des contributrices d'Intensément. Il y a un lien unique pour vos donations ponctuelles ou régulières. En soutenant Intensément, vous aurez la possibilité d'avoir des bonus, une newsletter et échanger avec nous sur notre groupe Discord. Vous pouvez rejoindre Intensément dès 2 € par mois directement à partir du bouton rejoindre de YouTube, et si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez soutenir Intensément sans frais si vous vous abonnez à la chaîne Twitch d'Intensément. Si vous passez par cette procédure, ce sera donc gratuit pour vous, mais ce sera une participation financière pour Intensément. Merci Intensément et bienvenue sur notre vaisseau spécial. Tout de suite donc le diagnostic HPE d'Oriane. Bonne écoute et bonne visionnade. Ah, il y a écrit enregistrement, bonjour. Ça y est, bonjour. Salut Oriane ou Nonon, comme Salut. tu veux. On va faire une séance particulière, j'espère que tu es relax, que tu as fait, Oui. que tu as fait de la méditation avant. C'est tout moi ça d'être relax. Des séances de relaxation. J'ai mis un peu de la petite musique, tu as mis de l'encens, j'espère, parce Oui. que on va tenter de te diagnostiquer HPE au potentiel émotionnel. Voilà. J'ai la pression. J'espère que tu n'as pas peur du résultat. Hein.
Que tu ne seras pas déçu si jamais tu n'es pas au potentiel émotionnel? Non, je sais pas. Alors, avant de commencer, est-ce que tu as des questions? Oui, est-ce que c'est quelque chose qui est validé? C'est quelque chose voyez-vous, tu vois? tu parles du haut potentiel émotionnel ou des tests que nous allons passer? Des tests que nous allons passer. Les tests Parce que le haut potentiel émotionnel, bon, j'ai bien compris que... Voilà, ça fait pas consensus. Compris quoi? Non, mais vas-y, dis-le. Non, je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais non, ça n'existe pas en tant que tel. Enfin, ça n'a pas été validé. On va passer par la phase description de tout ça. Alors, ça va être rapide, comme ça tu sauras exactement ce que l'on va faire. Donc, le concept de haut potentiel intellectuel et émotionnel, HPE, il n'est pas validé par la communauté scientifique, il se retrouve uniquement que dans le monde francophone. Il a gagné en popularité et plusieurs descriptions ont été proposées pour définir ce profil. Le problème, c'est que ces descriptions, comme tu le sais, elles se contredisent. Donc là, j'ai gardé les deux principales descriptions du HPE, en gardant à l'esprit son absence de fondement scientifique rigoureux, que ce soit pour la première ou pour la deuxième description. La première description, ça serait une intelligence et un quotient émotionnel, c'est-à-dire ce qu'on va essayer de mesurer, c'est-à-dire des compétences émotionnelles élevées. Alors les gens ils ont l'habitude d'appeler ça quotient émotionnel, mais il faut savoir que tu ne peux pas prendre n'importe quel test et dire ça c'est un test de QI. Pour passer un test de QI, il faut passer précisément le test qui permet de mesurer un QI. Le quotient émotionnel, figure-toi que c'est exactement pareil, mais encore pire. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 véritables tests qui correspondent à la notion de quotient émotionnel inventée par la personne qui a créé ces tests. Mais les gens ont pris l'habitude de parler de quotient émotionnel pour parler de ce que mesuraient la plupart des tests. Donc, la définition la plus logique, ça serait que le HPE, il aurait des compétences émotionnelles très développées. Autrement dit, ton intelligence émotionnelle. Ça serait mesurable à travers des questionnaires ou des tests, et cette intelligence se manifesterait en gros, schématiquement, ça dépend des théories, par une capacité accrue à identifier, comprendre et maîtriser ses propres émotions, ainsi qu'à composer avec celles des autres. On est d'accord ? Donc là encore, il n'y a pas véritablement de consensus, et puis ça dépend des modèles, mais c'est en gros ce qui est mesuré avec l'intelligence émotionnelle. Ensuite, il y a le terme HPE auquel la plupart des gens pensent quand on parle de HPE, qui en fait a été popularisé par la psychanalyste controversée Raymond Dazan, que j'espère que tu connais. Si tu ne connais pas, tu peux me dire. Oui. On a bien suivi les affaires de Raymond Dazan. Et sa notion de HPI-HPE. La description du HPI-HPE et surtout du HPE de Raymond Dazan, c'est souvent jugé incompréhensible ou flou, farfelu, mais aussi potentiellement dangereuse. Elle dépeint le HPE comme un individu surdoué, selon ses critères à elle, qui fonctionne en permanence en mode émotionnel, incapable de rationaliser, incapable d'utiliser son intelligence froide, ce qu'elle appelle l'intelligence froide, qui serait relative au quotient intellectuel, puisqu'il serait tout le temps envahi par ses émotions. Cette vision, elle met l'accent sur la douance, qui se traduirait par une souffrance sévère, un isolement et un débordement émotionnel constant, plutôt que sur une maîtrise. Donc ça, c'est les deux manières de penser le HPE. Voilà, qui se contredit du coup... Qui se contredisent toutes les deux. Il y a une troisième définition et qui déplaît fortement à Raymond Dazan, c'est qu'en fait, on pense que le HPE, c'est tout simplement une autre définition du concept d'hypersensibilité. Voilà. Et beaucoup de personnes, en fait, quand elles pensent à HPE, elles pensent en fait juste au fait qu'elles sont hypersensibles et qu'elles ne maîtrisent pas leurs émotions. Et ça, c'est un autre concept dont on va parler ensuite. Ça déplaît très fortement à Raymond Dazan. Pourquoi ? Parce que pour elle, si tu es surdoué, c'est-à-dire que tu sois HPI ou HPE, tu es de toute manière hypersensible. Donc, le HPE ne peut pas correspondre à l'hypersensibilité, puisque pour elle, l'hypersensibilité fait partie du surdoué. Et comme elle a plusieurs sous-types de surdoués dans son monde extraordinaire et magique, eh ben, tous les surdoués sont censés avoir cette hypersensibilité. Donc tu peux pas faire ça. Mais vu que tout ce qu'elle décrivait, ça correspondait à ce que les gens pensaient être le concept d'hypersensibilité, ça a généré une sorte de gros flou, et beaucoup de spécialistes, entre guillemets, du HPE, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance scientifique, en fait, quand ils parlent du HPE, ils se réfèrent à ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Mais toujours avec cette notion aussi de haute intelligence émotionnelle, ce qui est contradictoire, mais on va voir que peut-être ça c'est pas si contradictoire que ça. Donc on avance dans ton profil. Donc il y a plein de choses que j'aurais pu te dire et que je ne te dirai pas. Les caractéristiques en général attribuées aux personnes HPE, ça serait une empathie multiforme, super développée, une hypersensibilité et une intensité émotionnelle, une pensée intuitive évidemment,
Une hyperactivité cérébrale et une pensée en arborescence, sachant que la pensée en arborescence n'existe pas, mais on pense à cette pensée qui foisonne, qui part dans tous les sens et tout ça. Et puis d'autres signes courants du HPE qui sont complètement paradoxaux avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire un perfectionnisme, un idéalisme, une forte sensibilité à l'injustice et une bonne capacité de résilience. Alors la bonne capacité de résilience, comment tu la gères si en fait tu gères pas tes émotions? Enfin bref, c'est rigolo, mais c'est comme ça. Comme tu le sais, c'est un concept avec des risques d'errance diagnostique. Pourquoi? Parce que en plus de chevaucher des concepts existants comme l'hypersensibilité ou l'intelligence émotionnelle, en fait, les caractéristiques populaires et médiatiques de la théorie de Raymond Dazan, dont tout le monde pense quand il pense à HPE sans même penser à Raymond Dazan, ça fait fortement penser à des troubles ou des pathologies psychiatriques reconnues, comme le trouble de la personnalité borderline, le trouble anxieux généralisé, la dépression, le trouble bipolaire, le trouble du streptocoque de l'autisme, le trouble du spectre de l'autisme, le TDAH, le trouble du stress post-traumatique, etc., etc. Tout ce que tu peux imaginer qui est pathologique, tu peux le ranger dans le HPE, si tu regardes les vidéos de Raymond Dazan et ce qu'elle nous dit. Donc voilà pour ce qui est du terme de HPE. Alors on en vient à l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est un concept qui a été créé dans les années 90 par une psychologue américaine qui s'appelle Elaine Aron. Et elle appelle ça la haute sensibilité. Elle parle pas d'hypersensibilité, mais même aux États-Unis maintenant, le mot hypersensibilité est arrivé en boomerang, parce qu'il est devenu hypersensibilité en Europe et particulièrement en France. Et par boomerang, il revient aux États-Unis sous la forme d'hypersensibilité. Mais bon, on s'en fiche, c'est pas l'historique. C'est un concept controversé qui bénéficie pas d'un consensus, mais il est exploré par la recherche en psychologie en tant que trait de personnalité complexe. Alors que le trait de personnalité, c'est un truc à la fois inné et stable, mais à la fois que tu développes avec tout ton parcours de vie et tout ça, et qui fait que tu vas être plus curieux, plus machin, plus chose. Et ce qu'on appelle trait de personnalité complexe, c'est parce que ces traits de personnalité sont divisés en sous-traits. Voilà, donc c'est ce qu'elle appelle la haute sensibilité. On n'est pas dans une pathologie, on n'est pas dans un trouble. C'est considéré par elle et par toutes les personnes qui font des recherches sur l'hypersensibilité comme un trait de personnalité. Donc il y a deux sortes de sensibilité, tel que le concept d'Elaine Aron le propose et qui est repris par la plupart de la recherche. C'est l'hypersensibilité émotionnelle et l'hypersensibilité sensorielle. Alors on peut avoir les deux, on peut avoir que l'un ou que l'autre, on peut avoir les deux. L'hypersensibilité sensorielle, c'est celle qui a été le plus étudiée par la science et la recherche, sans appeler ça hypersensibilité, c'est ce qu'on appelle les hypersensorialités, qu'on retrouve chez les TSA, chez les TDAH et dans tout un tas d'autres troubles, les hypersensorialités. Et l'hypersensibilité émotionnelle, c'est plus dur à évaluer, c'est plus dur à faire des recherches dessus, parce que justement, c'est difficile de mesurer tout ça. On n'a que des questionnaires qui sont la plupart du temps des auto-évaluations, des questionnaires très subjectifs et pas objectifs, et pas psychométriques. À noter, comme pour le HPE, le concept d'hypersensibilité peut conduire des personnes avec un trouble ou pathologie à se croire uniquement hypersensibles, et donc rater une prise en charge qui pourrait les aider vraiment. De plus, les caractéristiques de l'hypersensibilité que l'on retrouve dans les publications grand public, comme celles du HPE, génèrent aussi un gros effet Barnum-Forer. Vous savez, le principe de l'horoscope, qui fait que tout le monde peut s'y reconnaître. Les tests qu'on va utiliser pour essayer de tester le HPE, ton HPE, ça correspond un peu à donc le concept de Raymond Dazan, mélangé au premier concept. Et ça, c'est rigolo parce que ça rejoint un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors, tu vas tout apprendre en même temps. C'est un truc de dingue dont j'ai pas encore parlé parce que ça risquerait de secouer le monde, le monde francophone. C'est l'hypothèse de l'hypersensibilité. En anglais, Hypersensitivity Hypothesis. L'hypothèse de l'hypersensibilité, qui est très récente, c'est à partir d'études de recherche qui ont été faites à partir de 2021. Ça a été fait par une équipe suisse dont la leader s'appelle Fiori. En fait, la plupart des études, normalement, les méta-analyses sur les compétences émotionnelles, quelle que soit la théorie et les questionnaires, la plupart des méta-analyses montrent qu'en général, il y a une association positive entre compétences émotionnelles élevées et un bien-être psychologique et la santé mentale en général, même si ça non plus, ça fait pas consensus sur la véritable puissance de ce lien et de cette corrélation. Mais elle a fait des études expérimentales, alors elle n'en a pas fait beaucoup, elle en a fait 2 ou 3, sur un échantillon très petit. Elle a fait cette hypothèse de l'hypersensibilité qui suggère que les personnes à haut quotient émotionnel, donc avec des hautes compétences émotionnelles, expérimentent les émotions de façon plus intense et plus fine que la moyenne.
Et donc ça peut agir comme amplificateur autant positif que négatif, ce qui les rend à la fois potentiellement plus réactifs et parfois plus vulnérables à la surcharge émotionnelle ou à la souffrance psychique. Ces individus ressentiraient et percevraient les émotions avec plus d'intensité, de finesse et de vivacité que la moyenne. Alors tout ça, encore une fois, on est sur des études expérimentales, c'est pas validé tout ça, mais c'est pas considéré comme un truc farfelu. C'est pas les hypothèses de Raymond Dazan ou c'est une équipe de chercheurs qui ont fait ça. Ça veut pas dire que c'est vrai, mais voilà. Oui, mais dit comme ça, en plus, ça paraît pas trop déconnant que y ait des personnes qui, comment dire. Oui. Qu'on soit pas tous égaux par rapport à la façon dont les émotions se gèrent ou s'expriment. Exactement. Toujours est-il que dans l'hypothèse de l'hypersensibilité dont je t'ai parlé, qui ferait que peut-être tu es une HPE, j'ai fait un petit tableau récapitulatif de ce qu'on va retrouver en tant que lien entre hypersensibilité émotionnelle et intelligence émotionnelle selon l'hypothèse de l'hypersensibilité de Fiori et ses collègues. Donc, on aurait la dimension de l'intelligence émotionnelle qui serait la perception, reconnaissance des émotions, qui serait plutôt liée à cette hypersensibilité, dans le sens où il détecterait plus de détails émotionnels. La dimension de l'intelligence émotionnelle qui s'appelle les compréhensions des émotions serait aussi fortement liée à cette hypersensibilité, dans le sens où il réagirait plus fort dans les situations émotionnelles, encore une fois pas forcément négatif. Par contre, la gestion-régulation des émotions, le troisième domaine de l'intelligence émotionnelle, c'est pas lié d'après ses recherches, mais c'est un facteur clé puisqu'il protège contre le débordement. Et enfin, la quatrième dimension dont on parle généralement quand on parle de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire l'utilisation des émotions, serait là aussi, selon les études de Fiori, peu liée à l'hypersensibilité. Donc, est-ce que vous avez compris, madame ? J'ai compris. Ok, d'accord. À noter, que ce soit pour la notion de HPE ou d'hypersensibilité, on a l'habitude de relier ces notions à l'empathie. Alors, il faut savoir que l'empathie, c'est un concept solide et sérieusement étudié en psychologie et dans la recherche, qui comporte en général deux dimensions, l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle. Selon certaines recherches, il y aurait des corrélations entre des sous-dimensions de l'empathie et l'intelligence émotionnelle ou l'hypersensibilité. Ceci dit, rappelez-vous que l'empathie, ce n'est pas être envahi par les émotions des autres, mais bien les percevoir, reconnaître et les comprendre tout en restant à sa place, sans être envahi émotionnellement. Ne pas confondre donc. Est-ce que tu veux commencer par le questionnaire d'hypersensibilité ou le questionnaire d'intelligence émotionnelle ? Allez, celui-là, celui que tu as dit. Le test que nous allons passer, madame, s'appelle le SSEIT. Pourquoi ? Parce que l'intelligence émotionnelle, figure-toi, il y a plusieurs théories. Et les théories les plus importantes, il y en a, on va dire, 4. Alors, je crois que c'est en page 34. Ouais, voilà. Page 34 de cette thèse d'une personne de l'Université de Lille et qui s'appelle « Les émotions au cœur de la santé mentale » que je vous conseille d'aller voir. Et en page 34, elle fait un tableau qui résume vachement mieux que ce que je t'aurais fait moi, les modèles d'intelligence émotionnelle. Le premier modèle qui a existé, c'est le modèle habilité de Mayer, Salovey et Caruso. Alors en gros, c'est des capacités mentales qui permettent de percevoir correctement nos émotions et celles des autres, de recourir à des émotions qui facilitent l'activité cognitive, de comprendre nos émotions et celles des autres, de reconnaître leur importance et de gérer nos émotions et celles des autres. La particularité, retiens ça parce que ça va avoir un rapport avec le test que nous allons passer. La particularité du modèle habilité de Mayer, Salovey et Caruso, qui est le premier modèle d'intelligence émotionnelle, c'est qu'en fait, eux, ils voulaient que ça ressemble vraiment au quotient intellectuel. En fait, dans leur tête, ils voulaient vraiment que ça soit intégré au quotient intellectuel. Donc, c'était pas quelque chose qui pouvait s'améliorer. Tu l'avais comme le quotient intellectuel, c'était stable, et tu n'évoluais pas dans ton intelligence émotionnelle. Et en plus de ça, les tests qu'ils ont élaborés, c'était des tests qui voulaient le plus psychométrique possible, où il y avait le plus d'objectivité et pas de subjectivité. Alors, il y a beaucoup de limites à ces tests. Par exemple, qui c'est qui décide qu'une réponse émotionnelle est la bonne ou pas ? Qui décide ça ? C'est pas comme si tu dis 2 plus 2, ça fait 4, ok, je coche. Ben là, si tu dis, est-ce que la personne, selon cette situation, elle doit réagir avec colère ou avec peur ? On ne sait pas qui c'est qui décide. C'est une des limitations de ces tests. Mais en tout cas, ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, qui est aussi arrivée assez tôt, de Bar-On, s'appelle le modèle mixte. C'est ensemble de capacités, de compétences et d'habilités non cognitives qui influent sur l'aptitude d'une personne à composer avec les demandes et les pressions environnementales. Et c'est à partir du modèle mixte qu'a été créé le test officiel de quotient émotionnel. Voilà.
Alors là aussi, il y a des limitations, on s'en fiche. Le modèle trait, c'est le modèle qui veut qu'en fait, que l'intelligence émotionnelle, ça serait comme un trait de personnalité, comme je t'ai dit, par rapport à l'hypersensibilité. Et donc, ça serait une constellation de perception émotionnelle de soi située au niveau inférieur des hiérarchies de personnalité. Si t'as rien compris, c'est pas grave, parce que moi non plus, j'ai rien compris. J'aurais dû te montrer mon tableau au lieu de montrer le tableau de la thèse. Il y a un quatrième modèle qu'elle a remarqué dans sa thèse, c'est le modèle de Mikołaj Żežák, qui est peu connu en tout cas dans les modèles dont on parle d'ordinaire, qui est le modèle tripartite, qui propose d'évaluer des différences dans la manière dont les individus identifient, expriment, comprennent, utilisent et régulent leurs émotions et celles d'autrui. On est toujours dans les mêmes idées, hein. Il n'y a rien de négatif dans tout ça à chaque fois. Tout ce qui concerne l'intelligence ou les compétences émotionnelles, dans l'élaboration des théories et des concepts, c'est pas quelque chose qui est négatif. C'est toujours quelque chose qui est dans le domaine de je reconnais, je gère, je comprends mes émotions et celles des autres. On est toujours dans ces 4 domaines-là. À noter, en fonction du modèle théorique de quotient émotionnel mesuré par le test EQI de Bar-On, ces compétences, enfin cette intelligence émotionnelle pourrait être améliorée ou travaillée, avec du coaching, des exercices, des thérapies. C'est ce qui fait donc la popularité de ces modèles. Tout le monde pourrait avoir une haute intelligence émotionnelle. Bref, tout le contraire de l'affreux quotient intellectuel. Mais un détail tout de même important, la plupart des modèles d'intelligence émotionnelle ont été imaginés avant les nouvelles théories qui s'imposent petit à petit sur les émotions, comme celle du cerveau prédictif ou des émotions construites, qui montrent que les émotions ne sont pas fixées et sont sans cesse renouvelées dans notre cerveau en fonction des contextes. Donc les modèles d'intelligence émotionnelle n'auraient pas de sens au regard des nouvelles théories sur les émotions. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. On continue. Et le test que je vais te faire passer, il est particulier. Pourquoi ? Parce que ce qui est rigolo, si tu te rappelles de ce que je t'ai dit, c'est qu'en fait, il se base sur la proposition théorique de Mayer et Salovey, la première, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle en tant que habilité, en tant que compétence cognitive, qui serait comme le quotient intellectuel, mais au lieu de proposer un questionnaire psychométrique et objectif, il propose un questionnaire d'auto-évaluation subjectif, mais qui est lié à la théorie première. Donc c'est un peu un modèle bâtard, si tu veux. Voilà. Alors chacun de ces trucs a à chaque fois des sous-dimensions et des sous-groupes, on va les voir quand on va regarder tes résultats, ça va être rigolo. Donc ça s'appelle le Schulte Self-Report Emotional Intelligence Test, ou SSEIT, il s'appelle aussi autre chose, il a plusieurs noms. Et donc c'est 33 questions que je vais te faire passer, que tu devras noter à chaque fois de 1 fortement en désaccord jusqu'à 5 fortement d'accord. Donc 1 fortement en désaccord, 2 en désaccord, 3 ni en désaccord ni d'accord, 4 d'accord, 5 fortement d'accord. C'est parti. Donc, je sais qu'en parler de mes problèmes personnels aux autres. C'est une traduction par intelligence artificielle, hein, mais que j'ai un peu améliorée quand même. D'accord. Parce qu'il y a une traduction française, mais je ne l'ai pas retrouvée. Alors, soit elle n'existe plus, soit voilà. Il y a une traduction française qui date de 2006, un truc comme ça. Qu'est-ce que je disais ? Pardon. On t'interroge. Je sais qu'en parler de mes problèmes personnels aux autres, donc. Du coup, 2, je disais. Et okay. C'est toi qui notes ? Ouais, ok, c'est bon. Ouais, je note. Lorsque je fais face à des obstacles, je me souviens des fois où j'ai surmonté des obstacles similaires. 5. 5. 5, c'est quoi déjà ? C'est fortement d'accord, non ? C'est fortement d'accord. Ah oui, voilà. C'est quoi déjà ? Ah, c'est fortement d'accord, t'as raison. 3. Je m'attends à bien faire dans la plupart des choses que j'entreprends. 3. 4. Les autres trouvent facile de se confier à moi. 4, je pense. Ah ouais. Cool, c'est cool ça. Ça prouve une forte intelligence. Ouais, mais tu vois, il faudrait demander aux autres aussi. Oui, aux gens de l'entourage, parce que du coup, moi je pense que oui, mais ça se trouve... Effectivement, quand je fais mes ateliers à l'UDHP et que je leur parle de ça, c'est un truc qui revient chez certains des élèves et auquel j'ai pensé moi aussi, c'est qu'en fait, comme beaucoup de questionnaires, il faudrait aussi le proposer à la famille. Parce que étant donné que c'est super subjectif, et en fait c'est pour ça que je leur dis, au final, on ne va pas mesurer les compétences émotionnelles d'une personne, on va mesurer ce que la personne pense être ses compétences émotionnelles, si tu veux. Oui, c'est ça. Et dans un sens, c'est pas nul.
C'est-à-dire, c'est un peu ce que tu perçois de toi. Donc c'est pas nul, mais c'est super, super subjectif, quoi. Mais ce qu'il y a de bien dans ce test-là, c'est que c'est le seul test validé par la recherche qui est gratuit, qu'on peut trouver gratuitement, et qui évalue l'intelligence émotionnelle globale et pas seulement certaines dimensions de l'intelligence émotionnelle. Donc je trouve ça assez intéressant, pour toutes ces raisons. Donc c'est là où ça va être dur. C'est une double négation. J'ai du mal à comprendre les messages non-verbaux des autres. Ah, non-verbaux. Ah, ouais, non-verbaux. Ok. Non, je dirais 2. 2. Donc c'est-à-dire que tu es en désaccord, ce qui signifie en fait que tu es d'accord. Ouais. Parce qu'il faut inverser le résultat. C'est ça le truc. Attends, remonte-moi la question. C'est une double négation. Dans le test de l'UDHP, ils ont adapté tout ça en enlevant les doubles négations. Moi, j'ai pas enlevé les doubles négations qui existent dans l'anglais parce que je me suis dit, s'ils l'ont mis, c'est pas pour rien, c'est pour faire réfléchir la personne. Et donc... Oui, non, mais je pense que j'ai très bien compris. J'ai pas spécialement de mal à comprendre les messages non verbaux, mais bon, des fois, je les comprends pas. Voilà. Donc ça veut dire que tu es en désaccord, donc tu es d'accord. Enfin, donc ça te met 4. Bref, voilà. Bref, c'est toujours un moment très difficile pour moi. Mais j'ai du mal à comprendre les messages non verbaux des autres. Ouais, voilà. Ce que je sais, c'est qu'il faut que j'inverse. Donc c'est tout ce que je sais. C'est-à-dire que si non, tu mais c'est 2. N'inverse pas. donc c'est 2. Ok. Ouais. mais à chaque fois, je me retrouve comme un con. Pourtant, c'est simple, hein, mais ça me fait bugger le cerveau. Je comprends. Alors, certains événements majeurs de ma vie m'ont conduit à réévaluer ce qui est important ou non. Oui, fortement d'accord. Donc on est dans le plus fort, on est dans le 5, c'est ça? Oui. 7. Quand mon humeur change, j'entrevois de nouvelles possibilités. 2, on est d'accord. 8. Les émotions sont l'une des choses qui font que ma vie vaut d'être vécue. Alors, il y en a qui traduisent ça par que la vie vaut d'être vécue, mais en fait en anglais c'est écrit que ma vie. Donc je me suis dit, la vie des autres on s'en fiche un peu. Donc, les émotions sont l'une des choses qui font que ma vie vaut d'être vécue. Moi j'ai fait un peu philosophique comme littérale. Question. Ah ben, tu fais ce que tu veux. Que ma vie vaut d'être vécue. Bon bah du coup je dirais assez d'accord, mais pas le 5, le 4. Donc le 4. 9. Je suis consciente de mes émotions, consciente pour toi d'ailleurs, de mes émotions au moment où je les ressens. 10. Je m'attends à ce que de bonnes choses se produisent, en général. Oui, 5. 5. 11. J'aime partager mes émotions avec les autres. Du moment qu'ils me les rendent après, parce que sinon... 2. 2 donc. 12. Quand je ressens une émotion positive, je sais comment la faire durer. Ouais, je sais pas. Ouais, typiquement, non, je sais pas. 3, le truc au milieu. J'y réfléchirai la prochaine fois que... Est-ce que je sais comment la faire durer? 13. J'organise des événements que les autres apprécient. 5. 14. Je recherche des activités qui me rendent heureuse. 5. Très bien, ça c'est une preuve de machin-chositude. 15. Je suis consciente des messages non-verbaux que j'envoie aux autres. Est-ce que tu es consciente des messages non-verbaux? Non. Fortement non ou 1? Non, 16. je me rends compte après. Ok. 16. Je me présente de manière à faire bonne impression aux autres. 5. 17. Quand je suis de bonne humeur, résoudre les problèmes est facile pour moi. 5. 18. Je reconnais les émotions que les gens ressentent en regardant leurs expressions faciales. Ça, c'est trop compliqué comme question déjà. Parce que, oui, mais si la personne pleure et oui, qu'elle est triste, je le sais. Mais, c'est une pleurs de joie. Voilà, oui, mais oui. Alors, du coup, 4.
4. En fait, ça dépend si l'émotion est très typique ou pas, quoi. Colère, pleurs, tout ça, pas Ouais, mais tristesse, là, évidemment que ils je n'y vais ont le pas remarquer. pensé. Et ils pensent pas à ces nuances. Hein. N'oublie pas, c'est des questionnaires qui sont censés aller droit au but. D'accord. Non, Je vais mettre. je rigole, mais effectivement, la particularité de ces questionnaires, et il y a plus court, hein, c'est qu'ils sont relativement courts, quoi, tu vois. C'est qu'on gère pas les Ok. nuances et qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent enfin bref. Mais je vais mettre 4 parce que je suis pas sûre d'être à 100% forte pour ça. Mais... 19. Je sais pourquoi mes émotions changent. euh... 3. Enfin, oui, je sais, mais je ne enfin, ouais. Entre 3 et 4, on peut pas mettre la petite nuance. Non, non, non. Il y en a qui ont dit ça serait bien de pouvoir mettre plusieurs réponses. Et en fait, après, de faire un calcul, une fourchette, tu sais, comme l'intervalle de confiance, quoi, en gros. Quoi. Mais on n'est pas dans le test de QI. 20. Je vais mettre 4 quand même, ouais. Ah, t'avais mis 3. D'accord, ok. Oui, mais je pense que quand même je sais, quoi. Mais 20. Quand je suis de bonne humeur, je suis capable de trouver de nouvelles idées. Oui, 5. T'as vu, ça ressemble un peu au truc, mais c'est le principe de ces questionnaires-là, c'est de reposer la question avec une petite nuance pour savoir si en fait tu... Voilà. Ouais, si c'est cohérent aussi au niveau... Ouais. 21. J'ai le contrôle de mes émotions. Bah, pareil, je comprends pas la sorte de la question. Ça veut dire quoi? Est-ce que je les contrôle, je veux pas qu'elles sortent et que du coup... Voilà, ou est-ce que ça veut dire que je sais les exprimer correctement au bon moment? Je peux pas te dire. C'était écrit, D'accord, j'ai le très bien. contrôle de mes émotions. 5. Ok. 22. Je reconnais facilement mes émotions au moment où je les ressens. Non, 2. 2. 23. Je me motive en imaginant un bon résultat aux tâches que j'entreprends. Non, 2. 24. Je complimente les autres lorsqu'ils ont bien fait quelque chose. Oui, 5. Je me demande qui c'est qui le fait pas. Enfin, ça doit exister, mais bon. 25. Je suis consciente des messages non verbaux que les autres envoient. Ah ah. Tu as vu la petite nuance par rapport à la question de tout à l'heure? Je suis consciente des messages non verbaux que les autres envoient. C'était quoi? Je les comprends? C'est ça? Là, je suis consciente. Ben oui, j'ai l'impression que c'est... Ouais. Oui, évidemment, j'ai la conscience qu'il y a des messages non verbaux. Donc c'est 5. Ouais. En fait, tu es conscient qu'il t'envoie des messages non verbaux, mais ça ne veut pas dire que tu les comprends. C'est ça l'histoire. Bah, c'est ça que veut dire cette question. C'est un peu difficile à répondre. Ouais. Donc tu je réponds suis consciente. quoi, je réponds que 5. J'en suis consciente. Maintenant, de là à savoir ce que ça veut dire quand c'est subtil, je ne suis pas sûre. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier 5. mot, oui. Non, mais c'est comme ça dans les trucs à la télé. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Quand une autre personne me parle d'un événement important dans la vie, j'ai presque l'impression d'avoir vécu cet événement moi-même. 1. Pardon. Moi, je crois que j'aurais mis 0, moi. Mais c'est clair. Non, j'ai jamais cette impression-là. 27. Quand je ressens un changement d'émotion, j'ai tendance à trouver de nouvelles idées. Ça revient souvent sur ça. 2. 28. Attention, une double négation. Lorsque je fais face à un défi, j'abandonne parce que je crois que j'échouerai. Ah. Ah ah. Donc, soit tu es fortement d'accord et donc c'est l'inverse, soit c'est fortement désaccord et donc c'est l'inverse. Enfin, ou au milieu, hein, en même temps. T'as pas trop mis de milieu en même temps. Hein. Non, mais le milieu, c'est un peu, je sais pas trop. Ouais. Ben non, c'est ni en non, c'est pas je sais pas, c'est ni en accord. Ah oui, ni en désaccord. oui, c'est vrai. Je dirais quand même 4, hein, parce que... 4, ça veut dire que tu es d'accord. Non, 4, c'est désaccord. J'abandonne rapidement, oui, si, ça me semble trop compliqué. Donc c'est 2. Donc 4, c'est 2. Ah. Voilà. Oui.
puisque c'est inversé. Lorsque je fais face à un défi, j'abandonne parce que je crois que j'échouerai. Bah oui, j'abandonne. Donc je suis d'accord. Donc c'est 4. Donc c'est 4. Ouais. Donc 4, c'est 2. Voilà. Je sais ce que ressentent les autres rien qu'en les regardant. Non, faux. 1. Ça c'est... Non, mais parce que je pense à mes réponses à moi. 30. J'aide les autres à se sentir mieux lorsqu'ils sont déprimés. Oui, 4. 4. 31. J'utilise mes bonnes humeurs pour faire face aux obstacles. Alors attention, ils ne disent pas mes bonnes émotions, mais mes bonnes humeurs. Moods. Mes bonnes humeurs pour faire face aux obstacles. Oui, 4. Oui, bah mais 4, parce que... Bon... 4. Ok. 32. Je peux dire ce que ressentent les gens en écoutant le ton de leur voix. Le ton, hein, on a dit, on est d'accord. Bah, encore une fois, c'est comme sur le visage. Il faut que ce soit très, très marqué. Exactement. Enfin, je sais pas, il y en a qui reconnaissent... Il y en a justement... tout le principe de ces trucs-là, c'est de te dire qu'il y en a qui reconnaissent ça vraiment au milli-poil près, quoi. Que ça n'a pas besoin d'être marqué. C'est ça, l'histoire. Enfin, si j'ai l'impression que je peux le reconnaître quand ce sont des émotions assez... c'est typique, type tristesse ou colère. Non, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, moi, je dirais ni oui, non, tu vois. Enfin, je sais pas, je sais pas. Ouais, bah, je vais te dire ça. J'ai pas envie de te forcer la main et finalement, t'as pas de diagnostic de HPE et on s'en sort plus, quoi. Du coup, je dirais 3. Vas-y. 3, c'est très bien. Je te félicite. Après, j'entends très vite les changements de voix, par contre. Mais je sais pas à quoi ça correspond forcément. Non, bah non, vas-y, mets 3, c'est bien. Tu peux pas reconnaître ce qu'ils ressentent, mais tu sens les changements de voix. Non, voilà, je sais qu'il y en a un. Ouais, c'est un peu comme tout à l'heure par rapport à la face. Bon. 33. Ah, le 33, on finit en beauté avec une double négation. Il m'est difficile de comprendre pourquoi les gens ressentent ce qu'ils ressentent. Alors, est-ce qu'il t'est difficile de comprendre pourquoi les gens ressentent ce qu'ils ressentent, ou est-ce qu'il ne t'est pas difficile de comprendre pourquoi les gens ressentent ce qu'ils ressentent? C'est pas difficile pour moi. 5. C'est pas. Non, du coup, non. Du coup, 1, vu que c'est l'inverse. Il m'est difficile de comprendre. Non, je suis en désaccord, c'est pas difficile. D'accord, donc c'est 1, effectivement. Ah, on voit que tu suis, j'ai failli mettre 5. Hein. C'est très bien, c'est très bien. Alors, avant de faire le résultat, on va passer de suite à l'autre test, tant qu'on y est. Hein. On va passer au test d'hypersensibilité, qui est assez rapide parce que, alors, Elaine Aron, c'est elle qui a créé le premier test d'hypersensibilité, le HSPS. C'est le premier test et c'est celui qui est le plus répandu dans le monde, le plus traduit et répandu dans le monde pour les recherches et tout ça. Mais d'abord, il y a une critique parce qu'il y en a qui pensent que son concept, il n'est pas valable. Bon, ça, c'est pas grave. Mais il y a beaucoup de critiques sur le premier test qu'elle a fait, en ce sens où même avec certains changements, il est trop négatif. Il appuie sur trop de questions qui sont négatives. Et il avait, je crois, 27 questions ou 33 questions. Pour le coup, ces dernières années, à partir de toutes les recherches qui ont été faites et des études qui ont été faites avec ses équipes, elle a fait un questionnaire révisé, le Highly Sensitive Person Scale Revised, qui comprend que 16 ou 17 questions, mais qui est une version récente et améliorée, dans ce sens où il y aurait directement un rapport avec les différentes dimensions dont on va parler tout à l'heure, les différentes sous-dimensions de son concept d'hypersensibilité. Et dans ce sens où il y a plus ces questions trop négatives. Donc, c'est celui-là que je vais te faire passer, et comme je suis tenu par la loi qu'il faut que je cite la référence complète et que ça sera en lien de la description de l'épisode. Là, on va passer le test. Alors attention, là c'est un peu plus compliqué parce que c'est sur 7. Ça part de pas du tout à 7 extrêmement. Alors, quand on va dans la version anglaise en ligne, si tu veux, chaque chiffre de 1 à 7 est décortiqué avec une définition spéciale. Est-ce que tu la veux ou est-ce que ça t'ira de te dire qu'on va de 1 à 7 en se disant que 4 c'est le milieu? Bon, on va dire que ça m'ira. Sachant que 1 c'est pas du tout. Ouais. Là, on n'est pas dans le d'accord et pas d'accord. On est dans le pas du tout, modérément et extrêmement. Oui, ça me va. Voilà, ok. C'est un peu plus clair, enfin, c'est plus facile que l'autre, je trouve. Ah, c'est plus facile que l'autre, ok, d'accord. Et c'est parti. Donc, 1. Remarquez-vous quand les choses ont été déplacées?
C'est une question, moi à chaque fois je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Évidemment que je remarque que les choses ont été déplacées. Ah bah tu vois, moi pas forcément. Ah bon? Je les remarque si je les cherche à un endroit et que du coup elles sont plus à l'endroit, mais si tu viens chez moi que tu déplaces un objet, je vais pas forcément le remarquer rapidement. Ah ouais, ok. Bon, sauf si c'est D'accord. une armoire ou... Ouais. Ouais. Donc du coup, je vais je vais dire 3. Ah, pardon, je m'attendais pas au coup de l'armoire. Donc là c'est pas le 4, c'est pas au milieu, mais c'est pas non plus 2 ou 1 quoi. D'accord, ok, 3. 1 c'est 3. 2. Êtes-vous facilement affecté par les commentaires, tant négatifs que positifs? Oui. 7. Donc, oui, quoi? 7, carrément. Ah ouais, d'accord. Ouais, Ah ouais, non, très très moi, non, affecté. alors là, moi, ça me passe au-dessus. Hein. Oui, oui, moi je pourrais pas faire du YouTube là. Ou Alors, Twitch ou je sais pas. Hein. alors, êtes-vous facilement submergé par des choses comme des lumières vives, des odeurs fortes, des tissus grossiers ou des sirènes à proximité? Là, on 7. est dans l'hypersensorialité. 7. Comment tu fais en teuf? Hein, c'est pas pareil en teuf. Et puis il y a de la bière aussi. Voilà, ben oui, c'est une des réponses que j'aurais pu mettre. Quand il y a de la bière, est-ce que vous êtes facilement submergé par des... Tu mets un. Donc, 4. Reconnaissez-vous facilement ce que les autres ressentent? On est un peu dans les mêmes questions que tout à l'heure, hein, sauf que ça se notifie. Bah, je mettrais 4. 4. Donc là, tu es au mezzo-mezzo. 5. Remarquez-vous et appréciez-vous les odeurs, les goûts, les sons et les œuvres d'art délicats ou fins? Je vois pas la relation entre les odeurs et les œuvres d'art, quoi. Oui, c'est bon. C'est un peu chelou, quoi, en fait. Je pense qu'elle a mixé 2 questions. Parce que moi, j'aime beaucoup des œuvres d'art pas du tout délicates ou fines. Hein. On peut reparler de la teuf si vous voulez. Non, mais c'est ça l'histoire. C'est qu'en fait, vraiment, elle veut que tu aies ton seuil, ton threshold, ton seuil de sensibilité très, très bas, en fait. Tu vois? Oui, pour avoir une hypersensibilité, il faut que le seuil soit très bas. Mais c'est là où, c'est pour ça que la vidéo de Stéphanie Aubertin, elle est très bien pour ça, puisqu'elle reprend point par point les questions d'Elaine Aron dans le premier questionnaire, le questionnaire original. C'est là où elle dit que, on voit bien que ça veut rien dire, cette question. Je veux dire, effectivement, qu'est-ce que c'est une œuvre d'art délicate, déjà? Qu'est-ce que c'est une œuvre d'art fine? Qu'est-ce que c'est un goût fin, un son fin? On ne sait pas la limite, on ne sait pas le truc, on ne sait pas... C'est assez flou. C'est assez flou. Mais je dois reconnaître que c'est un peu le problème des questionnaires. Au final, toi qui connais aussi pas mal de questionnaires, d'autres questionnaires comme les questionnaires qu'on m'a fait passer, moi par exemple, pour évaluer l'anxiété, ben, tu as ce genre de questions qui paraissent un peu floues, où tu sais pas trop quoi répondre en fait. Et pareil pour la diva, pour le TDAH, tu sais pas trop quoi répondre des fois, quoi. Enfin bref, les questionnaires c'est toujours un peu problématique pour ça, quoi. Et là aussi pareil, donc on n'est pas dans l'objectivité, on est dans la subjectivité. C'est un questionnaire d'auto-évaluation là aussi. Tu évalues pas l'hypersensibilité de quelqu'un, tu évalues ce que toi tu penses être ta sensibilité. Et là aussi, il faudrait le faire passer à tes proches. Moi, je pense que je remarque facilement et que j'apprécie les odeurs, les goûts et les œuvres délicates. Donc j'ai bien envie de me mettre 5 ou 6 là. 5 ou 6, carrément. Allez, mets-toi 6. Non, mais extrêmement, c'est peut-être un petit peu abusé, tu vois. Ouais. Allez, 5. 5. Alors, êtes-vous facilement affecté par l'humeur des gens qui vous entourent? C'est un peu la contagion émotionnelle, ça. Je dirais 5, ouais. 5. 7. Avez-vous tendance à réfléchir profondément aux choses? Et là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu sais que tu réfléchis plus profondément que l'autre? Bon. Moi, je le fais. Je le mets 7. Et oui, moi aussi, j'aurais mis 7, évidemment. J'aurais pas fait celui qui réfléchit pas profondément, quand même. 8. Êtes-vous doué pour anticiper ce que quelqu'un peut ressentir face à une situation? Non. 2. 2. 9. Attention, on revient sur les stimuli. Êtes-vous dérangé par les stimuli intenses comme des bruits forts ou des scènes chaotiques? Oui. Je dirais... Sans bière, évidemment. Je dirais 6. Je dirais 6. Non, mais tu rigoles, mais oui, l'automédication par
Par la bière, par le cannabis, par les cigarettes, par tout un tas de choses, c'est bien connu quoi, chez les gens qui ont des stimuli, enfin qui ont des réactions sensorielles fortes ou émotionnelles fortes, je pense. Quelque part quoi. Sans parler d'hypersensibilité, on parle pas d'hypersensibilité, mais on parle en général même. Oui, mais je pense que ça baisse bon, en tout cas dans mon cas, la vigilance aussi. Hyper-vigilance, et donc du coup, les choses deviennent beaucoup plus acceptables. Moi, en tant qu'hyperacousique, j'hallucine comment l'alcool peut me faire oublier l'hyperacousie. Ouais. Et pourtant, l'hyperacousie, c'est pas une sensation objective ou subjective. C'est t'as mal ou t'as pas mal, quoi, en fait. Et oui, c'est ça, mais ça peut te faire oublier aussi que t'as une cheville cassée. Ouais. Exactement, ça peut te faire oublier que t'as une cheville cassée. Exactement. Donc c'est pour ça, faites attention. C'est pour ça. C'est un message de prévention contre l'alcoolisme. Oui. Faites attention. Voilà. D'ailleurs. Oui. 10. Réagissez-vous généralement fortement à vos expériences, que vous le montriez ou non? C'est ça le petit détail. Que vous le montriez ou non. C'est-à-dire, est-ce que tu réagis fortement à quelque chose, internally speaking or externally speaking? Je sais pas, ça dépend quelles expériences, encore une fois, vos expériences. Non, je dirais 4. En fait, je me dis, ce serait clair pour moi. Si la question avait du sens pour moi, ça serait 1 ou 5, tu vois. Au final, je pense que pour moi, même si je ris parce qu'il y a vraiment cette nuance qui est difficile à comprendre, moi, c'est vrai que moi, je réagis fortement à l'intérieur aussi. Je boue intérieurement, par exemple. Je dirais 4. Alors 4. 11. D'autres personnes vous disent-elles que vous êtes doué pour comprendre ce qu'ils ou elles ressentent ou pensent? Personne n'a jamais dit ça. Donc, oui, c'est le coup de dire, c'est le coup de personnes qui te disent, quoi. Tu vois, effectivement, moi aussi, je crois que personne n'a jamais dit ça non plus. Donc, franchement, la personne qui dit ça, c'est que vraiment, il y a plein de gens qui viennent les voir qui disent, waouh, t'es doué pour comprendre ce que je ressens ou ce que je pense. Hein. Ouais. Du coup, 1. Du coup, voilà. Ok, mais je pense qu'il y a des gens qui vivent ce genre d'expérience. Hein. Que les gens viennent les voir et leur disent, oh, t'es super doué. Hein. Alors, 12. Avez-vous tendance à vous immerger profondément dans la musique? Non, je crois pas. 7, du coup. 13. Vous arrive-t-il de penser à des questions philosophiques? Non, je crois pas. Hein. Oui, c'est 7. Ouais, mais qui c'est qui dit non? Qui c'est qui dit 1, par exemple? Je sais pas. Je me pose la question, qui dit 1? Je pense qu'en plus, quand tu passes ce genre de test, si tu le passes de manière volontaire, avec une certaine recherche de toi, à mon avis, tu es quand même dans un fonctionnement assez interne qui pourrait t'amener à avoir beaucoup de questions philosophiques, justement. C'est vrai. Tu le passes pas si tu te poses pas de questions sur... rien sur la vie, les émotions. Mais je me suis pas plongé dans les statistiques, puisqu'en fait, tout le principe de ce questionnaire révisé, c'est de se baser sur les statistiques à partir d'échantillons très larges de personnes qu'elle essaye de détailler. Alors, c'est un préprint, donc il n'a pas été, analysé par les autres, évalué par les pairs. Mais elle fait le détail de toute la population qu'elle a interrogée, de tout l'échantillon, avec le sexe et tout ça. Et donc, on comprend bien qu'elle a fait des efforts pour avoir un panel super large possible de tout venant et pas... Après, est-ce que c'est valable ou pas? J'en sais absolument rien. Quand je parle de ces tests-là, quand je les présente, pour moi, c'est pas de dire s'ils sont complètement bullshit ou pas, puisqu'il y a des études dessus, tout ça, mais c'est quand même de dire il n'y a pas un consensus vraiment fort quoi, sur tout ça, il faut prendre avec des pincettes et blablabla et blablabla, il y a des limitations. Oui, tout à fait. Puis après, il y a quand même l'échelle qui est intéressante parce qu'elle est assez large. Donc peut-être qu'en fonction de certains profils, effectivement, il y en a qui vont avoir tendance à être extrêmement dans ces questions-là et d'autres qui vont être, oui, je m'en pose, mais ça, c'est pas... Exactement. Et au final, en statistique, on va retrouver des profils qui vont émerger, effectivement. Donc 14, avez-vous l'impression de remarquer les changements de temps plus que les autres? Alors de temps dans le sens de weather, la météo. Oui. Plus que les autres. Alors moi j'ai l'impression que je suis entourée de personnes qui ont du mal à les remarquer. Donc du coup j'aurais envie de mettre 7, mais ça se trouve... oui, mais on ne parle pas de rhumatisme. Non. Avez-vous l'impression de remarquer les changements de temps plus que... Oui, mais oui, enfin oui. Le de météo. Oui, de météo, ouais. Oui, 7. Mais donc, dans ce cas-là, est-ce que quelqu'un qui a des rhumatismes, il met 7? Et en fait, ça correspondrait à l'hypersensibilité sensorielle.
15. Êtes-vous désagréablement excité? Alors ça, c'était marqué aroused. Sachant que aroused en anglais, ça veut dire à la fois... Alors attention, je vais peut-être biper ça après, parce que aroused en anglais, ça veut dire à la fois excité, mais aussi à la fois en érection. Mais bon, c'est... Oui, c'est de l'excitation sexuelle, quoi. C'est de l'excitation aussi sexuelle. Mais là, je pense qu'elle ne parle pas d'excitation sexuelle. Oui. Êtes-vous désagréablement excité? Désagréablement, lorsque beaucoup de choses se passent autour de vous. Oui, oui. Je dirais 5 ou 6. 5 et demi. Allez, courage. Non, allez, vas-y. 5 ou 6? 6. 6, ok, cool. Enfin, cool. Non, t'aurais pu dire 5, c'était cool aussi. Alors, la question qui fâche Stéphanie Aubertin, et elle a raison d'ailleurs, êtes-vous profondément ému par les arts ou la musique? Qui c'est qui dit non, quoi? Mais oui, mais justement, c'est là que je vais te dire, en fait, moi, je sais pas forcément une émotion par rapport à la musique. J'adore oui, ça, d'accord. ça me fait du bien. Si, ça peut me rendre assez heureuse parfois ou me donner envie de danser, tu vois, mais profondément émue, c'est arrivé des fois que tu lâches une larme, tu vois, moi. Mais oui, mais pas, pour toi, émotion, ça serait effectivement la larme, ça serait pas quelque chose de positif où tu sautes de partout et tu ris, c'est ça l'histoire? Oui, c'est ça, parce que là, dans le sens où c'est ému, tu vois, je vois vraiment la petite larme d'émotion, mais effectivement, c'est peut-être pas ça. Ouais, mais peut-être qu'effectivement, elle pensait plutôt à cette histoire de petite larme. Donc, est-ce que tu lâches une petite larme sur un gros son? Une petite larme sur un gros son. Oui. Ouais, j'adore les arts et la musique, c'est ça le problème. Comment je réponds à cette question? Et peut-être des fois, j'adore intellectuellement plus que émotionnellement. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, soit tu mets mezzo, soit tu mets non, je sais pas. Ok, je vais mettre mezzo alors, allez. Ok, donc 4. 17. Avez-vous tendance à remarquer des signes subtils, mais alors vraiment subtils, de changement de saison? Hiver, printemps, etc. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'etc. Dans les saisons. Oui, 7. Pour moi, c'est hiver 30 ans, c'est pas subtil du tout. Hein. J'avoue que le passage de l'hiver au printemps, quelquefois, il est chaud pour moi, mais que depuis quelques années, quoi. Non, ça a une odeur même. Mais même le passage à l'hiver a une odeur, hein, donc non, Par contre, le passage de l'hiver à l'été, je le perçois pas trop, si tu veux. Oui. Non, mais je rigole. Donc, tu as tendance à remarquer odeur nicht. Oui, 7. Ok, 7. Ok. Et je crois que c'est la dernière. Aimez-vous les conversations profondes? Non, ça me fait chier. Oui, j'aime bien. Donc quoi, tu aimes bien dans le sens de 5, 6 ou 7? Je mettrais 6 parce que des fois ça peut aussi me fatiguer un peu. Donc je vais pas mettre extrêmement. Ok, c'est bien tout ça. Allez, on va calculer, c'est là où il faut pas se planter là. 5 minutes later. Ça donne 109. C'est pas possible, on a dû louper un truc. On va recompter, Pourquoi? je suis désolé. 109, tu serais basse. Hein. Oui, mais tu sais, moi, on faisait la blague, je te disais, mais moi je suis bas potentiel émotionnel. Tu m'as battu, je crois. Alors, j'efface et je recommence. Alors, 5 minutes later. 109, j'avais bien calculé. T'as 109 en intelligence émotionnelle sur ce test, évidemment. Tu sais, je le prendrais pas mal hein, d'avoir un petit quotient émotionnel, hein, ça comme ça, si tu veux. On peut pas tout avoir. Alors, attends. Ce qu'on trouve en général, mais c'est aussi ce qu'on dit de toute manière dans les études en français, c'est que la moyenne qui est calculée à partir de plusieurs grands échantillons, ça serait de 124. Toi, tu as eu 109, avec un écart type de 13. C'est-à-dire que tu es 124 moins 13, ça fait combien? Ça fait 100... Oh. Je sais pas calculer, moi, c'est bon là. Mais t'es bien au-delà d'un écart type, ça c'est sûr quoi. Sachant qu'il n'y a pas de seuil fixe, hein, il n'y a pas de seuil fixe. Hein. Mais là, on avoue que tu n'as pas de haute compétence émotionnelle. On va regarder par rapport à ton hypersensibilité. 5 minutes later. Donc les résultats de ton hypersensibilité, ils disent que 5,27. 5,27, ça veut dire que tu es dans la norme, je crois. Si on regarde le calcul global, la moyenne des scores de tous ces échantillons à elle, c'est de 4,63 avec un écart type de 0,90.
C'est-à-dire que t'es entre les deux ou pas? Je dis n'importe quoi ou pas? Ça y est, je suis perdu là. 4,63 plus 90, ça ferait 5,50. Donc t'es dans la moyenne en fait. Je peux te rassurer, tu n'as pas de HPE déjà. Tu peux pas avoir un HPE si t'as pas une très haute intelligence émotionnelle et si t'as pas une très haute hypersensibilité. Donc là, t'as foiré ton test si tu veux. Là, tu devrais être D'accord. déçu au maximum si tu veux. Donc, C'est-à-dire que je vais voilà. pas pouvoir contacter Raymond? Tu vas pas pouvoir contacter Raymond Dazan et lui dire moi aussi je suis HPE, j'ai passé un test. Sachant qu'elle, elle déteste les tests. Donc voilà en ce qui concerne les deux tests majeurs d'intelligence émotionnelle et d'hypersensibilité. Et comme je vous l'ai dit, nous avons rajouté, mais après cette séance, nous avons rajouté un test d'empathie pour compléter tout ça. Du coup, j'ai passé le test, l'échelle, un petit peu pour mesurer l'empathie, parce qu'on s'était dit que dans les tests de quotient émotionnel que tu m'avais proposés, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas de questions justement sur l'empathie. Et pourtant, malgré un bas potentiel émotionnel, entre guillemets, je pense avoir une forte empathie. En tout cas, je le pensais. Le Toronto Empathie Questionnaire, TEQ, qui est un court questionnaire auto-administré, 16 questions, qui sert à mesurer le niveau d'empathie chez une personne, surtout sous son angle émotionnel et non pas cognitif. Il se concentre donc sur la capacité à ressentir spontanément les émotions des autres, à éprouver de la compassion ou à être touché par les expériences émotionnelles d'autrui, plutôt que sur la capacité à comprendre rationnellement ce que ressent quelqu'un. Et là encore, je vous le rappelle, il s'agit d'un questionnaire d'auto-évaluation. Lorsque l'on dit que ça se concentre sur la capacité à ressentir spontanément les émotions des autres, c'est surtout votre évaluation de ce que vous pensez être votre capacité à ressentir les émotions des autres. Ce n'est pas objectif. Les questions décrivent des situations émotionnelles, il s'agit de dire à quelle fréquence vous ressentez ce qui est décrit. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse et le but est d'être honnête sur la fréquence de ces réactions chez vous. Alors pour chaque question, vous devez choisir selon 5 réponses. La première, jamais, la deuxième, rarement, la troisième, parfois, la quatrième, souvent, la cinquième, toujours. Donc, je vous le rappelle, le milieu, c'est parfois, l'extrême gauche, c'est jamais, et l'extrême droite, c'est toujours. Alors, c'est parti. Nous avons réalisé ce questionnaire en dehors de l'entretien original. Je vais vous lire les réponses d'Oriane et ensuite elle va réagir par des enregistrements qu'elle m'a envoyés. Je vais les lire lentement pour que vous puissiez vous aussi faire le test en même temps. Donc, première question. Quand quelqu'un d'autre est excité, j'ai tendance à être excité aussi. Et là, Oriane a répondu souvent. Deuxième question. Les malheurs des autres ne me dérangent pas beaucoup. Oriane a répondu parfois. Troisième question. Cela me dérange de voir quelqu'un être traité de manière irrespectueuse. Oriane a répondu toujours. Quatrième question. Je reste insensible lorsque quelqu'un de proche de moi est heureux. Et là, Oriane a répondu rarement. Cinquième question. J'aime aider les autres à se sentir mieux. Oriane a répondu toujours. Sixième question. J'éprouve des sentiments tendres et prévenants envers les personnes moins fortunées que moi. Oriane a répondu parfois. Septième question. Lorsqu'un ami commence à parler de ses problèmes, j'essaie d'orienter la conversation vers autre chose. Oriane a répondu rarement. Huitième question. Je peux dire quand les autres sont tristes, même s'ils ne disent rien. Oriane a répondu rarement. Neuvième question. Je trouve que je suis en phase avec l'humeur des autres. Je trouve que je suis en phase avec l'humeur des autres. Oriane a répondu parfois. Dixième question. Je n'éprouve aucune sympathie pour les personnes qui provoquent elles-mêmes de graves maladies. Je ne sais pas vraiment à quoi correspond cette question. Mais bon, je pense que vous avez compris. Oriane a répondu rarement. 11. Je suis irrité quand quelqu'un pleure. Et là, ça a été difficile pour Oriane de répondre. Au final, donc, elle a donné 2 réponses. Sa première réponse était parfois. Sachant que j'ai mis parfois pour irriter quand quelqu'un pleure, mais en fait, je me sens pas en colère ou quoi. Ça fait pas une sensation d'irritation, c'est plus que je sais pas quoi faire. Je suis un peu déboussolée. Et donc, j'ai mis parfois, mais en soi, ça m'arrive jamais quand un enfant pleure que je sois en colère. Et même quand un adulte pleure, quoi. Enfin, au contraire, mais je sais pas quoi faire. Enfin, sur les enfants, ça va, mais sur les adultes, c'est compliqué.
Donc voilà, parce que si irrité, c'est être énervé, c'est non, jamais. On continue le test d'Oriane. 12. Je ne m'intéresse pas vraiment à ce que ressentent les autres. Et là, Oriane a répondu parfois. 13. J'éprouve une forte envie d'aider lorsque je vois quelqu'un qui est contrarié. Oriane a répondu souvent. 14. Quand je vois quelqu'un être traité injustement, je n'éprouve pas beaucoup de pitié pour lui. Oriane a répondu jamais. 15. Je trouve idiot que les gens pleurent de bonheur. Et là, Oriane a répondu jamais. 16. Quand je vois quelqu'un se faire exploiter, je me sens plutôt protecteur envers lui, elle. Et là, Oriane a répondu toujours. Ce qui a donné, dans les résultats, en fonction de la réponse 11, ce qui a donné pour Oriane un score de 48 ou un score de 46, sachant que le score maximal est de 64. Et dans les deux cas, selon ce test, des scores supérieurs à 45 indiquent des niveaux d'empathie supérieurs à la moyenne. Oriane est donc une hyper-empathe. Émotionnelle, évidemment. Selon ce test, évidemment. Et effectivement, sur le test que tu m'as envoyé, qui est quand même très succinct, hein, comme les autres, voilà, j'ai un score qui voudrait dire que j'ai une empathie supérieure à la moyenne. Et donc, je ne sais pas comment c'est pour les autres personnes qui passent les tests, il y a une décorrélation, peut-être, entre le potentiel émotionnel et l'empathie, en fait. Bon, c'est intéressant à soulever, peut-être. Voilà pour le test d'empathie émotionnelle. Donc, nous avons un résultat du SSEIT qui montrerait une intelligence émotionnelle basse, un résultat du HSPS-R qui montrerait une hypersensibilité dans la moyenne, et un résultat du TEQ qui montrerait une empathie émotionnelle au-dessus de la moyenne. Alors sachant que, comme vous l'avez vu, beaucoup de questions incluses dans ces tests, dans ces questionnaires, se ressemblent et que les concepts mesurés se ressemblent aussi, il y a de quoi se poser des questions. Malgré tout, notre Oriane n'est toujours pas HPE. Je voudrais préciser que ce qui fait l'intérêt de ce genre de test, selon moi, c'est le travail sur soi, l'introspection et la recherche de notre fonctionnement par rapport aux autres. Quand je réécoute mes réponses, j'ai l'impression quand même que quand en fait il s'agit des autres, même si j'ai du mal à savoir ce qui se passe sur leur visage et compagnie exactement s'ils ne disent pas ce qu'ils ont, mais en vrai, je pense que je suis peut-être pas meilleure que certains qui peuvent être très bons à ça, mais je suis pas pire que les autres. Mais j'ai l'impression que dans mes réponses, finalement, les plus négatives, c'est celles qui sont en rapport avec moi. En fait, c'est mes émotions que je ne sais pas identifier, c'est mes émotions que je ne sais pas dire. Voilà, j'ai pas de réponse, ou alors carrément, quand j'ai des réponses, c'est dans le négatif, tu vois. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression, en fait, quand on évalue qualitativement ce que je réponds, j'ai cette impression-là. Et donc, c'est comme si finalement, donc oui, ça fait peut-être un bas potentiel émotionnel, mais c'est corrélé au fait que mes émotions sont complètement, certainement, elles sont pas trop acceptées, quoi. Il faut certes constamment, et c'est important, rappeler les limites de ces auto-évaluations et le fait que nos propres réponses puissent être biaisées et orientées en fonction de notre désir de bien répondre ou de vouloir être ceci ou être cela. Et il faut toujours préciser que ces questionnaires, même validés et utilisés par la recherche, ne mesurent que les réponses à ces tests-là et pas aux autres, et aux modèles auxquels ils se rattachent. Ça fait beaucoup de warnings, cependant, selon moi, l'intérêt de ces questionnaires, surtout lorsqu'ils sont validés et permettent des comparaisons statistiques, n'est pas nul. L'intéressant par exemple avec le test SSEIT ou le HSPR, c'est le fait que, comme pour les tests de quotient intellectuel, on puisse décortiquer les résultats en sous-dimensions, en sous-groupes, qui permettent une analyse plus fine des scores, et ne pas focaliser uniquement sur le score total. Ce genre d'interprétation dimensionnelle est possible dans les deux tests utilisés, mais au final, on ne l'a fait que pour l'hypersensibilité, car cela aurait pris énormément de temps et vu les scores totaux, on n'en a pas vraiment eu besoin. Et alors après, ce qu'on peut calculer, c'est les sous-échelles. Et là, les sous-échelles, ça va être rigolo. Donc, par exemple, pour la surstimulation, tu as 6. La moyenne, c'est 3,38. Là, tu pètes le score là avec ton 6. Surexcitation, ça veut dire quoi? Overstimulation. Oui, mais ça, c'est pas une... Oui. Tu pètes le score là avec ton 6. On va calculer la sensibilité aux expériences positives. 5,67 pour la sensibilité aux expériences positives, sachant que la moyenne, ça serait 4,76. Bon là, tu es juste au-delà d'un écart type.
Donc ça, les expériences positives, c'est êtes-vous profondément ému par les arts. Tu sais, c'est ce genre de questions. Remarquez-vous et appréciez-vous les parfums délicats ou les goûts, les sons, les œuvres d'art, tout ça, quoi. Donc là, tu es plutôt dans la moyenne. La profondeur de traitement, 6,67. Waouh, tu performes aussi, là. Non, mais non, De quoi c'est quand même très, très subjectif, quoi. Faudrait vraiment pouvoir le faire passer à un proche, quoi, parce que, Tiens, voilà. par exemple, on va calculer la sensibilité sociale et la réactivité émotionnelle. Oui, il faut vraiment le faire passer par un proche, tu as entièrement raison. Alors, la sensibilité sociale, c'est le 4, 8, 11. 2,33. Visiblement, toutes les moyennes sont autour de 4 et compagnie, donc... non, Et là, c'est 4,42. Là, t'es super... Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est de subdiviser en dimensions. C'est que selon les statistiques, si on s'intéresse aux statistiques, selon les statistiques, tu étais dans la moyenne sur les deux autres, tu performais dans l'overexcitation, mais dans la sensibilité sociale, tu es carrément en deçà, quoi. On va faire le dernier juste comme ça pour s'amuser, la réactivité. Ce qui est très très intéressant aussi, mais c'est vrai qu'à partir du moment où je suis un petit peu trop en lien social, en général, je vais être très fatiguée. Alors c'est marrant en fait d'avoir à la fois des faibles scores là-dedans. Enfin, je sais pas si on peut le mettre en lien parce que voilà, mais là en tout cas dans la sensibilité, donc qu'est-ce qu'on a dit, la réactivité émotionnelle 5,33 et apparemment la moyenne est à 4,99, c'est-à-dire tu serais dans la moyenne, quoi. Je suis dans la moyenne. Tu es dans la moyenne. C'est intéressant, j'avoue que c'est intéressant. C'est intéressant. Je trouve que c'est quand même très 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 subjectif et très très voilà. Ah mais grave. Mais grave. bon. Donc voilà, tu as 7 minutes pour nous exprimer ce que tu as ressenti après tout ça. Voilà. Tout mon HP, tout mon bas potentiel émotionnel en action. Écoute, j'ai ressenti beaucoup de plaisir à faire ce petit test avec toi. Ça m'a rappelé les trucs que je faisais sur la plage, un peu biba avec les copines. Ah oui, c'est clair. Pour savoir, voilà. Oui, ça ressemble pas à ça, sauf que voilà, effectivement, ces deux-là sont utilisés par la recherche. Les tests biba ne sont pas utilisés par la recherche. C'est ça l'histoire, quoi. Il y a des adaptations du SSEIT en Afrique, en Asie. Il est vraiment utilisé dans énormément de recherches. C'est incroyable, ça paraît incroyable, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Oui, mais après, voilà, j'ai pas spécialement de jugement à savoir s'il est bon ou s'il est pas bon. Voilà. Comme je l'ai dit plusieurs fois, hein, pour que ce soit quelque chose d'assez quand même objectif, il faudrait que plusieurs personnes de l'entourage, la personne qui est testée, puisse répondre aussi pour peut-être pouvoir calculer justement un côté un peu, voilà, ça c'est ce que la personne pense d'elle, mais il y a aussi ce que les autres pensent d'elle, quoi. Voir s'il y a un décalage ou pas. S'il y a une cohérence entre les deux. C'est exactement ce qu'il faudrait faire. Mais est-ce que dans l'ensemble, ça correspond à l'image que tu te faisais de toi, le fait d'être sous-développé en intelligence émotionnelle? Oui, ça, en fait, ça m'étonne pas. Je pensais que j'étais dans la moyenne. Ouais, je pensais que j'étais dans la moyenne parce que je pense pas que ce soit une très grosse difficulté pour moi, les émotions, tu vois. Donc je me suis dit automatiquement, si ça n'a jamais été une question, c'est que voilà. Mais bon, pourquoi pas aussi, hein. Je suis pas spécialement déçue. Après, c'est subjectif. Si ça se trouve, justement, ton copain ou ta famille dirait, ouais, en fait, ferais le même questionnaire et tu serais HPE. Oui, mais je pense pas, non. Okay. Non, je pense pas. Je pense que c'est pas ce qui ressortirait. Bon, en tout cas. Non, mais je pense que mes amis viennent plutôt plus me demander des conseils sur comment est-ce qu'on répare le lavabo, comment est-ce qu'il doit faire pour gérer ses émotions par rapport à telle chose, quoi. Écoute, en tout cas, je te remercie. Franchement, ça m'a fait plaisir moi aussi de passer ce moment avec toi. Et c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on tombe sur des scores extraordinaires. Ouais. Donc, voilà, je crois. T'aurais bien aimé que je sois HPE, mais tu vois. Ah, ça m'aurait fait délirer, mais je crois que. Mais t'aimerais bien que je sois TDAH aussi, mais. Non, mais je crois que par rapport au score que j'ai fait moi avec ce test d'intelligence émotionnelle, je crois vraiment que je pensais être bas, mais alors toi, t'es vraiment très basse, quoi. C'est un score total, quoi. Ouais. Bon. Anyway, voilà. Merci en tout cas. Voilà.
Voilà donc un énormissime merci à Oriane pour sa participation à ce diagnostic HPE qui a foiré, mais qui nous aura permis d'investiguer ensemble à la fois ces concepts et ce que l'on mesure véritablement à travers ces questionnaires. À noter que le compagnon d'Oriane s'est plié au jeu, et on le remercie, et il a répondu au SSEIT pour elle, ce qui a donné un score de 115, pas tellement éloigné finalement de 109, mais on peut voir donc qu'Oriane se perçoit peut-être moins bien que son copain l'aperçoit. Si vous avez aimé et si cela vous a apporté de la connaissance et de la matière à penser, rappelez-vous que vous pouvez vous aussi apporter quelque chose à Intensément qui en a besoin, et je vous en remercie. Intensément, c'est le podcast Divergent, Intensément, c'est le show potentiel, chauve, et passez une belle fin d'été.